le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Deuxième numéro de la semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. À chaque mail pour le Grand Journal, Joannel François. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mail. Ouvrons cette page internationale en Ukraine. La vidéo de l'exécution de soldats ukrainiens a enflammé les réseaux sociaux. Pour Kiev, c'est une nouvelle preuve de la barbarie des envahisseurs russes. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Seul et désarmé face à l'ennemi, il fume sa cigarette. Gloire à l'Ukraine, lance le soldat, avant de tomber sous un déluge de feu. Les autorités de Kiev n'ont pas tardé à l'identifier. L'homme abattu combattait près de Bakhmout, dans la 90e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. Il était porté disparu depuis le 3 février. En quelques heures, Timofey Mikhailovitch Chadoura est devenu une icône. Gloire aux héros, reprennent en chœur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les plus hauts responsables ukrainiens. Tuer un prisonnier est un autre crime de guerre de la Fédération de Russie. Ce sont des éléments d'une politique méthodique de terreur qui est blanchie par la propagande du Kremlin avec ses mythes sur les nazis. Voici une autre preuve que cette guerre est génocidaire. Il est impératif que le procureur de la CPI, Karim Khan, lance une enquête immédiate sur ce crime de guerre odieux. Les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice. Dès la diffusion de la vidéo, le procureur général d'Ukraine s'est aussitôt saisi de l'affaire. La semaine dernière, il indiquait que son bureau avait déjà ouvert en un an près de 70 000 enquêtes pour crimes de guerre. Nous irons en Chine, Ukraine, Taïwan, Ouïghours, semi-conducteurs. La Chine a accusé mardi les États-Unis d'attiser les tensions entre les deux puissances. Voici un reportage à signer Euronews. Le chef de la diplomatie chinoise a mis en garde contre la possibilité d'un conflit avec les États-Unis en jugeant inacceptables les critiques de Washington alors que les contentieux entre les deux grandes puissances se multiplient. Les Américains accusent notamment Pékin de vouloir envoyer des armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. 中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突任何一方提供武器，凭什么要向中国甩锅推责、制裁、施压，甚至威胁？对此我们绝不接受。 L'affaire du ballon chinois le mois dernier abattu au-dessus du ciel américain avait exacerbé un peu plus les tensions entre les deux grandes puissances. Le chef de la diplomatie chinoise a appelé les États-Unis à la retenue. 不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。谁来承担其灾难性的后果？ La Chine a également mis en garde les États-Unis contre toute ingérence à Taïwan et ajouté que Pékin se réservait la possibilité de prendre des mesures si l'île déclarait son indépendance. Direction la Tunisie, la Banque mondiale s'inquiète pour les migrants subsahariens. Voici un reportage à signer Africa News. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la Tunisie, jugeant complètement inacceptables les propos du président tunisien. Kais Saïed avait dénoncé fin février les hordes de migrants clandestins dont la venue relevait d'une entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la Tunisie.
Suite à ces propos jugés xénophobes et discriminatoires, David Malpass, président de la Banque mondiale, estime que l'institution n'est plus en mesure de poursuivre ses missions sur place. Cette décision met fin au partenariat national qui sert de base de suivi au conseil d'administration de la Banque mondiale afin d'évaluer et de soutenir le pays dans ses programmes d'aide. Toutefois, les projets financés et ceux en cours seront maintenus. Les propos du président Saïed ont semé un vent de panique parmi les migrants subsahariens du pays victimes depuis lors d'agressions et de violences policières. La plupart se sont précipités par dizaines vers leur ambassade afin d'être rapatriés. En France, c'est la grève. Des files de camions se sont formés aux abords du port de Calais, conséquence de débrayage des personnels à terre, mais sans effet sur le trafic des ferries, circulation interrompue. En revanche, le RIM où plusieurs écluses sont occupées par des grévistes, comme à Maculsheim, où certains jouent au baby-foot sous des tentes et abris installés le long du canal, rapporte l'AFP. Voici un reportage à signer TF1. À Caen, les barrages des routiers ont été bloquants. Des heures durant, le périphérique a été totalement mis à l'arrêt. Des kilomètres de bouchons, jouant avec les nerfs des conducteurs. Manifester, c'est bien, mais il faut laisser une circulation. Tout le monde a besoin de travailler. Pas de travailler, de faire d'autres choses aussi, d'étudier. Moi, j'ai cours ce matin, je ne peux pas y aller, je suis bloquée là. Dans le nord ce matin, les camions étaient immobilisés quelques minutes, mais les voitures, elles, pouvaient passer. Les routiers en ont profité pour expliquer leur mécontentement face à cette réforme qu'ils estiment injuste, comme Pascal, qui devait bientôt partir à la retraite. On m'apprend depuis quelques mois, grâce à notre gouvernement, que je vais reprendre 2 ans. Alors moi j'ai 57 ans, je suis à la limite de la rupture au niveau physique. Même si bon, ça se voit pas, mais les os, le dos, les genoux, les pieds, les épaules. Et même si la circulation était perturbée dès 6 heures, les automobilistes ici ont pris leur mal en patience et exprimé leur solidarité. Ça bloque certaines personnes qui doivent aller travailler, mais s'il n'y a personne qui bouge, les choses elles bougeront jamais malheureusement. Le principe de la retraite, c'est d'en profiter. Un peu plus loin, sur cet autre rond-point, même action. Les routiers filtrent les accès de ce centre névralgique pour toute la logistique du Nord. Le but, justement, c'est non pas de bloquer la France entière, c'est de bloquer l'économie notamment, pour que le gouvernement revienne sur sa réforme. Il ne nous entend pas, il n'entend pas les syndicats, il ne les reçoit pas. Donc quelque part, ils font la sourde oreille. Donc nous, on est là aussi pour montrer qu'on est déterminés. Plusieurs dizaines d'actions ont été menées partout ce matin par les routiers. Certaines ont même nécessité la fermeture de bretelles d'autoroute. En fait, il y aurait une accumulation de véhicules et ça aurait remonté sur la bande d'arrêt d'urgence et ça aurait pu provoquer un accident. Mais quelques échauffourées sont à déplorer parmi des personnes qui ont perdu leur sang-froid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de clore cette page internationale, zoom sur la guerre en Ukraine, débat sur Sud Radio. L'Occident en guerre contre la Russie. Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse chez l'Artilleur, coécrit avec Jacques Sopelsa, qui va être republié en format de poche, et Slobodan Despot, écrivain, directeur de antipresse.net. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors bonjour Alexandre Delval, bonjour Slobodan Despot, effectivement, qui nous parle pas de très loin, qui nous parle de Suisse, et on va parler évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, faire un premier, je dirais non pas un bilan, mais ça bouge énormément, on le voit très bien. On parle de Bakhmout, que la ville est encerclée, vous savez, dans le Donbass, et on ne sait plus très bien ce qui se passe. On dit que on envoie encore les Ukrainiens envoient encore des forces alors que la ville est totalement encerclée. On parle de ce qui se passe avec effectivement les flottilles qui vont un peu partout. On parle du changement de politique des Américains ou pas. Le monde
monde est encore évidemment totalement impacté par ce pavé jeté, ce gros pavé jeté le 24 février 2022 par Vladimir Poutine et qui fait des cercles concentriques dans le monde entier. Mais alors, où en est-on? Et à un moment donné, Alexandre Delval, on a parlé, on dit oui, mais les positions se figent, on se rapproche dangereusement d'un conflit encore plus armé, un conflit plus généralisé, avec la Pologne, avec l'Europe, avec l'OTAN, etc., etc. Mais on en parlait hors antenne. Vous dites, attendez, entre ce qui se passe aujourd'hui et le conflit nucléaire, il y a beaucoup d'autres choses qui risquent de se passer. Lesquelles ? Oui, alors déjà, si les Russes employaient l'arme tactique nucléaire en Ukraine, il y a plusieurs scénarios du grand spécialiste Joseph Selinchon, on pourra développer tout à l'heure. Même si ça ne frappe pas un pays de l'OTAN, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi du nucléaire tactique sur un pays qui est de l'OTAN n'implique pas forcément une réaction nucléaire, et encore moins... Qu'est-ce que vous appelez nucléaire tactique, alors, le nucléaire tactique, ça va être une bombe de 10 kilos, 15 kilotonnes, équivalent d'Hiroshima. C'est une petite bombe aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut faire, et qui serait tactique sur un pays non de l'OTAN. Ça a l'air d'être quelque chose de pas forcément qui implique une réaction, surtout pas nucléaire, mais ça pourrait impliquer une réaction conventionnelle. Hiroshima, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais si les Russes faisaient ça, ce qui est très peu probable, il y aurait probablement, et même presque certainement, puisque ça a été même conçu et dit et analysé, il y aurait une réaction conventionnelle massive qui viserait, et ça a été dit par des officiels américains aussi, détruire la flotte russe en mer Noire et même, pourquoi pas, anéantir une partie de l'armée russe en Ukraine. Bien sûr, surtout pas toucher le territoire russe, mais cette réaction conventionnelle qui serait quand même massive, toute la question, j'en parlais avec un expert que notre ami Slobodan connaît probablement, Vautravers, qui est un très bon expert suisse de l'armement, et ça m'a été confirmé par un amiral qui est italien qui travaille à l'OTAN. On ne sait pas ensuite comment les Russes réagissent si nous réagissons de manière conventionnelle mais massive face à leur dispositif en Ukraine. Là, il y a une grande question que même les grands spécialistes ne savent pas. C'est très peu probable ce que je dis. Mais comment réagissent les Russes ? Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 38 degrés Fahrenheit. Oui, ça donne 3 degrés Celsius. Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.